de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Cette photo a marqué les esprits ces dernières semaines. Safia Khan, jeune Britannique, qui est devenue une véritable icône de la lutte contre l'extrême droite. Cette photo, signée Joe Giddens, montre son regard franc et son sourire face à un militant du groupuscule d'extrême droite, English Defence League. Cette ligue ne cesse de monter les Britanniques les uns contre les autres, de stigmatiser les personnes selon leur appartenance sociale, leur pays d'origine ou leur croyance religieuse. Safia Khan lutte contre l'extrême droite avec force et intelligence. Cette photo en est le symbole. Les titres de votre 20h. C'est souvent la grande oubliée, la politique culturelle est-elle encore un enjeu politique? Norbert Paganel et Sébastien Pisani débattent. Le débrief de notre débat avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. La culture est-elle encore un enjeu politique? C'est le sujet de votre 20h. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sébastien Bonsoir Pisani, journaliste, Norbert Paganel, écrivain et poète. Alors pour certains, il s'agit de pur divertissement, de société, de spectacle. Et pour d'autres, la culture est l'un des fondements de notre société, ce qui unit les citoyens, ce qui permet même l'émancipation. Peut-on dire aujourd'hui que la culture fut la grande oubliée de cette élection présidentielle? Peut-on même évoquer un silence présidentiel lorsque l'on parle de culture? Norbert. Oui, Philippe, il me semble, on n'a pas beaucoup parlé de culture durant cette élection. Et on peut dire effectivement que c'est la grande oubliée. Mais pas seulement de cette élection. Oui, ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en 2012, on entendait également ce discours-là. À l'époque, on parlait surtout d'Adopi. Faut-il Adopi, pas Adopi? D'ailleurs, on a encore parlé un peu d'Adopi. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que si vous vous intéressez au programme des candidats, la culture est bel et bien présente. Ils se sont employés à essayer de présenter leur vision, leurs propositions. En revanche, lors de la campagne, il en a été très très peu question. Alors, est-ce la faute des journalistes qui n'ont pas suffisamment posé la question? Allez sur votre moteur de recherche préféré, vous vous rendrez compte qu'il y a eu pas mal d'articles quand même sur le sujet pour ceux qui s'y intéressaient. Est-ce que ce sont les politiques, en revanche, qui n'ont pas pris suffisamment la main sur ce sujet-là parce qu'ils ne le considèrent pas comme un sujet central? C'est une autre question qu'on peut se poser. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils ont préféré discourir autour de l'emploi, de l'économie, de la cohésion sociale, de la place de la France vis-à-vis de l'Europe. Sujet hautement important sans doute, mais vous connaissez ma certitude, c'est que la culture est un sujet justement qui rejoint tous les autres sujets et qui aurait mérité sans doute d'être beaucoup plus au cœur de cette campagne. Oui, c'est le lien entre tous les sujets. C'est une des grandes marottes de Sébastien. Il dit souvent dans cette émission. Alors on va regarder dans le rétro si vous le voulez bien. C'est bien aussi de prendre du recul. On va rappeler que le ministère de la Culture fut créé en 1959 sous l'impulsion de Charles de Gaulle, par André Malraux, c'est important de le signaler. Et je vous propose de faire un petit tour d'horizon, notamment des années Mitterrand. Parce que l'on dit que sous la Ve République, les années Mitterrand furent les plus symboliques en termes de culture. Alors il y a un texte décret qui date de 1982 et qui a modifié le rôle du ministère de la Culture tel que le prévoyaient le général de Gaulle et André Malraux. Ce texte dit ceci: le ministère de la Culture a pour mission de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'examiner librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix. Il y a l'idée que la démocratisation culturelle, en fait, s'efface au profit du libre épanouissement personnel par le prisme, par le biais de la culture, des activités culturelles, des arts. Bien sûr, mais il y a aussi cette idée sous-jacente que, pour reprendre une formule de Malraux, que les cultures ne s'héritent pas, qu'elles se conquièrent. Et pour conquérir le champ culturel, l'homme a parfois besoin d'aide, surtout lorsqu'il appartient à des catégories qui sont démunies. Au fond, toute politique culturelle d'une certaine ampleur peut se résumer à de la médiation. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que les personnes qui sont exclues du champ culturel puissent y avoir accès. C'est déjà énorme.
Oui, alors excusez-moi peut-être de trahir votre pensée, mais il y a l'idée de la culture pour tous. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Norbert, ou j'ai mal appréhendé vos propos? Pour un maximum de personnes. Il y aura toujours des gens qui seront rebelles ou qui ne voudront pas. En tout cas, il y a des gens qui veulent, mais qui n'ont pas les moyens d'eux. Mais Sébastien Norbert met le point sur l'éducation. Vous liez éducation, culture. Il n'y a pas que cela, j'imagine, dans l'idée que l'on peut se faire de politique culturelle ambitieuse. Non, il n'y a pas que ça, mais alors si vous me le permettez, je ne vous rejoins pas tout à fait. Je trouve que dans la démarche notamment qui a été illustrée par la personnalité de Jack Lang, la question de la démocratisation était quand même centrale. Certes, l'individu était au centre de la démarche, à travers un épanouissement qui passait par tout un tas de pratiques différentes. Alors c'est vrai que c'est des années qui ont été très intéressantes, vous l'avez souligné, parce qu'on a revisité notamment un certain nombre de disciplines qui étaient peut-être considérées comme secondaires. Le jazz, la bande dessinée notamment. Mais vous avez raison de souligner la démocratisation de la culture sous François Mitterrand, vous faites bien. Il y a eu un énorme coup de fouet aussi donné sur la pratique des arts vivants, des arts du spectacle. Effectivement, tout n'est pas passé uniquement par l'éducation. En tout cas, c'est évident que c'est resté comme de belles années. Mais il faut dire que forcément, on ne peut que revisiter ces années-là avec nostalgie quand on sort, et je ne vais pas aller taper une nouvelle fois sur le quinquennat qui s'achève. Mais il est évident qu'en tout cas, on a eu quand même, encore une fois, à mon sens, une culture qui a été ghettoisée. En 2013, je l'ai dit lors d'un précédent débat, on s'est quand même pris, c'est moins 4% au niveau du budget de la culture. Même Manuel Valls avait à l'époque reconnu que c'était une erreur après coup. Puis je suis désolé, on sort quand même aussi d'une période où malheureusement, nous n'avons pas eu des ministres qui ont incarné une vision. Vous parlez de Malraux tout à l'heure. Que dire des 2 ou 3 ministres qui viennent de se succéder à ce poste? Mais est-ce que le problème n'est pas là? Est-ce que ça ne manque pas de cap depuis une quinzaine d'années à peu près, hein? Est-ce qu'on a le sentiment que les présidents successifs ne font pas de la culture une grande priorité nationale? Une priorité nationale? Oui, c'est tout à fait exact. Mais d'une manière générale, il n'y a pas que les présidents. L'écrivain que vous êtes, c'est ça. Il n'y a pas que les présidents. Je dirais d'une manière générale, même dans les collectivités territoriales, on ne peut pas dire, malgré tous les discours, que la culture soit un enjeu majeur. Ça existe, il faut bien le mettre, il faut bien qu'il y ait cette étiquette culture. Ça fait joli en plus. Oui, ça fait joli, ça fait bien. Parler, voilà. Et la plupart du temps, d'ailleurs, on met un petit peu n'importe quoi dans le terme culture, il faut bien le dire. Mais au niveau des réalisations concrètes, il y a relativement peu de choses. On va évoquer les 2 finalistes de l'élection présidentielle. Quelques mots de Marine Le Pen sur la culture. Pour Marine Le Pen, la culture est un enjeu pour notre société fragmentée par le communautarisme. Loin d'exclure, elle crée un lien en mettant en avant notre identité. Bon, vous le voyez bien, elle lie la culture à identité, à communauté, communautarisme. Elle le crie, elle le dit, elle le cite à longueur de discours. Un de ses points programmatiques, important de le signaler, elle projette de mettre dans la Constitution la protection et la défense du patrimoine et d'augmenter de 25% le budget dédié au patrimoine et son entretien. Et elle souhaite mettre fin à la vente des palais et bâtiments nationaux. On voit qu'il y a une relation à la culture, en tout cas un regard extrêmement patrimonial. La culture, c'est avant tout le patrimoine français. Ah, c'est ce qu'on puisse dire. Ce sont nos vieilles pierres. Alors, vous connaissez mon rapport au patrimoine. Je ne peux pas vous dire que... Alors là, pour le coup, ce sont des propos qui me choquent énormément. Le fait que l'on privilégie le patrimoine. Mais alors, quid, en revanche, parce que c'est la grande absente de ce programme, de la question de l'art vivant, des arts du spectacle, qui n'est absolument pas abordée. J'imagine qu'après, vous allez nous parler de Macron. Et vous allez voir que, là aussi, on utilise le terme d'identité, mais de manière très différente. Le fait que la priorité, ce soit le patrimoine pour Marine Le Pen. C'est extrêmement limitatif. Oui, il y a bien un aspect culturel dans le patrimoine, c'est bien évident, mais la culture ne se réduit pas au patrimoine. En fait, comme tu le disais, tout est englobé dans la culture. La culture ne s'englobe pas dans autre chose. Hein, c'est un élément fédérateur. Alors, par exemple, pour répondre à Marine Le Pen, quid de Bob Dylan ? Qu'est-ce qu'on fait de Bob Dylan, qui a eu récemment le prix Nobel de littérature et que ça fait un petit peu jaser? Bon, il ne correspond en aucune manière à la notion de patrimoine. Vous voyez? C'est pas faux. Comme le dirait Perceval, je dois le dire souvent. Manuel Macron. On va évoquer Emmanuel Macron. Alors, je pense que cette formule de Manuel Macron va aussi prêter à discussion entre vous. La culture permet
de construire de l'intérieur et construire une identité. On en revient encore, la notion d'identité, tout en affirmant le besoin de préserver la diversité pour garder la possibilité de choisir, essence de la démocratie. C'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est assez compliqué, c'est l'esprit de synthèse peut-être. Alors concrètement, il souhaite donner le goût de la culture et veut que 100% des enfants aient accès aux actions d'éducation artistique et culturelle. Pour cela, il propose une ouverture des bibliothèques le dimanche et le soir, et un pass culture à la manière de ce qu'a fait Matteo Renzi en Italie, de 500 € qui permettra à tous les jeunes de 18 ans d'acheter des livres ou des contenus culturels sur une plateforme gérée par le ministère de la Culture, quand le ministère de la Culture s'immisce comme ça dans le quotidien des gens. Ah, ça vous laisse silencieux, ça me laisse perplexe, parce qu'à nouveau, nous retrouvons la thématique, non pas du patrimoine, mais de l'identité. Nous sommes d'accord. Or, la culture, elle n'a pas pour fonction de verrouiller une identité. Elle a plutôt pour fonction de créer d'autres identités. Si on la limite à la notion de patrimoine ou d'identité, on va la cadenasser. Oui. Hein, ça va devenir une culture d'État. Quand Emmanuel Macron nous dit vous allez pouvoir faire un choix à partir de là. Moi, c'est le terme de choix qui me dérange. Il fallait faire un choix entre différentes identités. Je crois que justement l'intérêt des arts, c'est que ça permet peut-être effectivement, de là d'où on vient, mettre en avant une identité qui est la sienne, de la mettre en dialogue avec d'autres parcours, d'autres visions du monde, de façon à pouvoir échanger sur un terrain neutre qui est celui de la culture, mais certainement pas de monter une identité contre une autre et d'établir au final un choix. Ça me paraît... Là, je ne comprends pas. Une formule a souvent été caricaturée quand il a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Oui. Il disait au sens, il y a une diversité de culture française, une somme. Hein. C'est ça qu'il voulait dire. Oui, mais de toute manière, les cultures ne se limitent pas aux frontières. Il peut être stupide d'un certain côté de dire qu'il y a une culture française ou italienne ou anglo-saxonne. La culture, elle est quelque part universelle et elle a des colorations particulières en fonction des lieux et des époques. Point barre. Il y a une culture corse, Norbert ? De la même manière. Il y a une culture corse qui s'inclut dans la culture universelle. Et je crois que, sincèrement, ce qu'il y a de plus beau et de plus grand dans la culture corse, c'est ce qui est universel. Alors, l'auteur en langue corse, l'auteur de poèmes en langue corse, qui édite en langue corse, considère que cela participe à l'universalité de la culture. Ah, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va évoquer l'action de Josefa Giacometti, la conseillère exécutive en charge de la culture, qui a une phase de travail, de concertation. Nous l'avons beaucoup évoqué, avec vous d'ailleurs, Sébastien, dans cette émission, des rencontres. Elle a lancé les assises de la culture. Qu'en est-il aujourd'hui, Sébastien ? Qu'en est-il aujourd'hui ? J'aimerais vous en dire davantage, j'en suis tout à fait incapable. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a eu ce travail de concertation. Inédit tout de même. On l'a un petit peu caricaturé, mais inédit. Alors le principe des assises n'est absolument pas inédit. Mais en revanche, c'est vrai. Vous avez raison. Moi, j'ai eu beaucoup d'échos positifs. Alors, il faut dire que nos chers acteurs culturels sortaient d'une mandature qui était celle, mandature précédente de Paul Jacob. Et vous avez l'impression justement qu'on ne les avait absolument pas écoutés. Donc ils étaient contents qu'il y ait une oreille attentive. Il n'en reste pas moins que l'enjeu est de taille. C'est-à-dire que autant au détour de cette mandature nationaliste, on a commencé à voir se dessiner une vision dans certains domaines, peut-être. Dans le domaine culturel, moi, je ne suis encore incapable de vous la définir. Parce que, tout simplement, ce travail de concertation, vraisemblablement très bien mené, on attend aujourd'hui un retour des choses concrètes. On ne les a absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, bientôt, quand même, dans 6, 7, 8 mois, les élections territoriales, c'est-à-dire les nationalistes auront fait leur premier tour de piste au niveau des territoriales, et au niveau culturel, on n'aura rien eu, finalement, de si concret que ça. Tout à fait. Norbert, sur je partage tout à fait le point de vue de Sébastien. Hein. Il y a de bonnes intentions, mais la seule mesure concrète que je puisse retenir, c'est la semaine de la langue qui est passée d'une semaine à un mois, je crois. Hein. Voilà. Qui est lancée, là. Hein. Voilà, qui est lancée. C'est peut-être un peu mince. Non. Au final, on a d'ailleurs fait un débat avec vous sur notamment le livre, sur la distribution du livre encore. Est-ce que vous considérez que aujourd'hui, 21e siècle, mondialisation heureuse, diront certains, malheureuse pour d'autres, terrible pour d'autres, est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics doivent encore être un levier pour les actions culturelles, ou est-ce aux compagnies individuellement, aux personnes de se regrouper et de
faire en sorte que la culture vive, respire sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment là une fracture aujourd'hui ? Vous me faites penser à cette phrase de Ionesco qui disait supprimons les ministères de la culture, ça ne sert à rien, et créons le ministère des gommes et des crayons, de manière à ce que le ministre distribue à tout le monde des gommes et des crayons pour faire de la culture. Bon, après tout, pourquoi pas. Mais ce débat sur la culture, finalement, il rejoint un débat plus fondamental. Faut-il que les pouvoirs publics interviennent dans la sphère sociétale ? Je dirais que si tout va bien, c'est pas la peine qu'ils interviennent. Mais s'il y a des dysfonctionnements, il est peut-être nécessaire qu'ils rectifient le tir. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans une société comme la société française, mais ça peut être vrai d'autres sociétés, c'est qu'il y a une disparité. Il y a quand même des personnes qui appartiennent à certaines couches de la société qui sont dans le culturel, qui consomment du culturel, et d'autres qui en sont exclus. Alors, soit on trouve que c'est bien, et on ne fait rien, soit on essaye de modifier la donne. C'était le projet d'André Malraux en créant les maisons de la culture. On peut dire que c'est un projet qui se résume à faire de la médiation, de mettre à disposition des gens des locaux et de favoriser l'accès à la culture. Moi, je crois que, à mon avis, c'est inévitable que les pouvoirs publics interviennent. Allez, vous connaissez la règle de l'émission. 40 secondes pour résumer votre pensée, répondre à ma question. Pourquoi, selon vous, la culture a-t-elle été totalement oubliée ? Totalement, c'est peut-être un peu caricatural, mais n'est-elle plus un enjeu, véritablement un enjeu politique, notamment pour ces présidentielles ? Sébastien, le journaliste, Corse Matin, c'est avec vous. Bien, parce que la culture continue à vivre et à dépérir, à mon sens, dans un ghetto dans lequel on la relègue, tout simplement, et qu'aujourd'hui, elle n'apparaît pas parmi les sujets majeurs, alors qu'il me semble qu'elle peut irriguer l'ensemble des problématiques. Il ne faut pas oublier une chose. On parle souvent d'économie. En 2015, un rapport disait aujourd'hui l'industrie de la culture en France, c'est 83 milliards d'euros. C'est 1,3 million d'emplois. Vous vous rendez compte ? Sur le plan culturel, sur le plan de la cohésion sociale, sur la manière, vous parliez de Matteo Renzi et de ce rapport aux jeunes, la manière de les inclure un peu, de les culturer un peu pour qu'ils s'éloignent de certaines façons de penser un peu réductrices. Enfin voilà, il faut, à mon sens, véritablement la remettre au centre du jeu. Norbert. Qu'est-ce qu'un homme cultivé ? Ce n'est pas quelqu'un qui a une somme incroyable de connaissances. C'est quelqu'un qui est capable d'émettre un jugement personnel. Quelqu'un qui est capable d'émettre un jugement personnel, c'est quelqu'un qui peut être dangereux pour un système normé. Un système qui veut que tout le monde pense un petit peu de la même manière. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, ça ne m'étonne pas que le secteur culturel ait un peu été évacué des préoccupations des politiques. Parce que je crois qu'il se méfie de la pensée individuelle qui débouche automatiquement sur la liberté et la critique. Merci beaucoup à vous deux. Peut-être que ce sera notre prochain débat. D'ailleurs, je dis aux téléspectateurs, jeudi, je vais vous retrouver tous les deux pour un débat autour de l'écrivain et du politique. Est-ce qu'un homme politique doit-il être un auteur, voire même un écrivain ? Ce sera le sujet de jeudi soir. Allons plus loin dans notre réflexion justement autour de la culture et des politiques avec un décryptage, le décryptage par la culture avec un livre, voire même un documentaire politique et culture. C'est le débrief de Pendant le 20h avec nos deux esprits critiques, Marie-Ange Philippe et Marcel Petritschol. Bonsoir vous deux. Bonsoir Philippe. Marie-Ange Philippe, Marcel Petritschol. Alors commençons avec vous, Marie-Ange. Qu'avez-vous retenu des échanges ? Ce manque de vision de la part des politiques. J'ai l'impression que, plus que l'économie, je pense que le projet culturel traduit un vrai projet de société. Parce que malheureusement, l'économie, j'ai l'impression qu'on fait un peu avec ce qu'on a et les mains et attachées à la mondialisation, à l'Europe et aux banques internationales. Je trouve que c'est dommage que les politiques, les journalistes et même les électeurs ne s'intéressent pas à la culture parce que ça traduit un vrai projet de société. Marcel. La même chose, le manque de vision. Et puis, c'est écrit dans les échanges entre le manque de charisme de tous les ministres de la culture qu'on a eu depuis ces dernières années. Oui, parce que vous défendez souvent le fait que un message doit être porté, un message culturel doit être porté par quelqu'un qui a du charisme, qui véritablement est dans l'esprit. On en revient toujours à Jack Lang, mais comment faire autrement ? Mais
j'ai l'impression que depuis des années, on met au ministère de la Culture des gens pour leur faire plaisir. C'est des copains. Et quand on voit leurs interventions, ils sont pas foutus de parler d'un prix Nobel. Ils sont pas foutus d'un auteur de BD qui est un des plus grands auteurs, de dire 3 mots dessus. Qu'est-ce qu'ils foutent au ministère de la Culture? Vous êtes sévère. Mais on va... Mais juste. Mais juste. Alors Marie-Ange, une émission de France Inter, Affaires sensibles, présentée par l'excellent Fabrice Drouel, avec un focus sur le Louvre. C'est votre premier axe du débrief. Vous l'avez dit, comment passer à côté des années mitterrandiennes. Le Louvre en est le symbole de cette politique de transformation culturelle. Et Fabrice Drouel, avec sa voix mystérieuse, grave et parfaitement articulée, nous mène dans cette véritable bataille qui a été une récupération politique déjà, une tentative de récupération politique. Ça a été une polémique aussi avec les habitants de Paris. Oui. Et une polémique aussi culturelle et architecturale. Et on navigue comme ça au milieu des conférences de presse, des réunions à huis clos, entre le choix vraiment audacieux à la fois de François Mitterrand, de l'architecte Léo Ming-Payne, et tout ça au rythme des chansons de Isabelle Adjani et Eurythmics, donc en plein dans les années 80. Et on a la petite surprise d'avoir Jack Lang, quel bel homme, en fin d'interview, qui revient sur... parce que c'est lui qui a été à l'initiative de cette construction. Parce que le Louvre, on a du mal à l'imaginer, mais avant, c'était un centre administratif où le ministère des Finances était, et un espèce de foutoir artistique. Et donc, il a fait une note à François Mitterrand en disant, voilà, ce serait bien qu'on axe que le symbole de notre politique culturelle soit ici, au Louvre. Et Mitterrand lui a répondu, chose qui n'est pas facile. Et Jack Lang connaissait bien Mitterrand. Il savait lire entre les lignes, il a vu un feu vert. Et il dit à la fin de cette émission, oui, il y a eu beaucoup de polémiques, mais je regrette cette époque. Je préfère une époque où on s'affronte au sujet de l'art et de la culture plutôt qu'une époque où il y a une espèce de consensus mou ou pire de l'indifférence. Ouais. Voilà, tout est dit. Et très bonne émission de France Inter, Fabrice Drouel. Elle est disponible en podcast sur le site internet de France Inter. Et à noter aussi la part importante du maire de Paris, Jacques Chirac, qui a aussi beaucoup aidé François Mitterrand, parce que contre sa majorité, contre la majorité RPR de l'époque. Et on apprend justement que ça n'a pas été une chose aisée pour Jacques Chirac. En fait, il s'est fait convaincre par François Mitterrand. C'est vrai. Marcel, avant l'heure du Tigre de Virginie Grenier, Daphné Collignon aux éditions Glénat. Comment ne pas parler du premier ministre de la Culture, Entre ici, Jean Moulin, André Malraux, bien sûr. Alors en fait, c'est un livre, c'est une BD qui est tirée des mémoires de sa première femme, Clara Malraux, qui a écrit un bouquin, qui a écrit sa biographie. Et c'est avant tout le portrait de cette femme. Un magnifique portrait de cette femme des années 20, une femme intelligente, cultivée, libre, vraiment en avance sur son époque. Et cette BD, ça va raconter leur rencontre et les premières années vraiment tumultueuses qu'ils vont vivre ensemble. Il faut savoir que c'est Clara qui a initié Malraux, par exemple, aux arts des autres civilisations, et notamment à l'art khmer. Grand passionné. Grand passionné. C'était plus que ça, parce qu'on a dit, Malraux était ruiné, et il a eu l'excellente idée de partir à encore voler des statuettes pour les vendre à des Américains. Ministre de la Culture. C'est le Malraux aventurier. Le Malraux aventurier. D'ailleurs, dans la BD, il y a une très belle scène, c'est un peu Indiana Jones, mais Indiana Jones du pauvre. Malraux, c'était pas du tout son truc. Et ce qui est intéressant, c'est surtout le portrait que dresse Clara de Malraux. Et franchement, on est très, très loin du Malraux que l'on connaît. On découvre un Malraux qui est pédant, prétentieux et hyper misogyne. Quelqu'un a dit que c'était un misogyne orgueilleux. Sans arrêt, il rabaisse sa femme. Il ne met absolument pas en valeur son intelligence, sa culture. C'est tout pour lui. On est loin, loin de la condition humaine, vraiment. C'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi un très beau portrait des années 20. On va rencontrer tout le Gotha culturel à cette époque. Il y a Picasso, Blaise Cendrars, voilà, on va rencontrer plein de monde. Mais c'est surtout, encore une fois, cette femme dévouée, passionnée, amoureuse et en même temps libre. C'est grâce à elle que Malraux ne fait pas de la prison. C'est incroyable, c'est absolument passionnant. C'est une BD que j'ai dévorée. Et 2 mots sur le dessin, en noir et blanc, tout à l'encre de Chine. C'est absolument splendide. On a l'impression d'être dans un vieux film. C'est du pur cinéma en bande dessinée. Franchement, il faut découvrir cette BD avant l'heure du Tigre. De Virginie Grenier, Daphné Collignon aux éditions Glénat. Quelques instants avec vous, Marie-Ange, documentaire Centre Pompidou-Metz, Le Grand Mécano de Jean-Paul Fagier, Stéphanie Manchetin.
Oui, alors même si le DVD s'intéresse vraiment à l'aspect architectural de ce musée, j'ai choisi ça parce que c'est le symbole d'un dernier grand choix politique de ces dernières années. Alors ça a été initié entre 90 et 2000, même si Sarkozy l'a inauguré en 2010. C'est un choix qui a impliqué de grandes mutations économiques et urbaines. Quand l'économie, l'urbain va avec la culture. Ils ont osé passer par le culturel pour redynamiser une région. Vous l'avez dit au début, c'est important, et Sébastien l'a dit dans notre débat, la culture, c'est le lien qui unit, c'est le socle de toute civilisation, de toute politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, c'est essentiel, et urbanistique aussi, urbanistique, c'est important. Marcel, vous aviez un autre choix, ce sera pour une prochaine émission, parce qu'on garde, on va continuer à parler de culture et de politique pendant le 20h. Merci à vous deux, je vous retrouve jeudi pour le lien entre écrivain et politique. Quant à nous, à demain, même lieu, même heure, ça se passe pendant le 20h évidemment.